partons à Tempe, à côté de la ville de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Dans cette ville, dans un contexte quasi désertique, le centre Rob et Melanie Walton pour la santé planétaire est un bâtiment emblématique consacré à la recherche pour l'innovation en matière de changement climatique. Emblématique, ce bâtiment, co-conçu par les agences Grimshaw et Architecton, est également innovant et très finement adapté à son environnement, comme va nous le raconter au micro la passionnante Alice Barrois, directrice de l'agence parisienne d'architecture Grimshaw. Alice Barrois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous allons découvrir, grâce à vous, le bâtiment exceptionnel que représente le centre Rob et Melanie Walton pour la santé planétaire. Nous sommes au micro et pas devant une caméra. Alors, est-ce que vous pourriez décrire, avec vos mots, ce bâtiment pour nos auditeurs ? Alors, c'est un bâtiment qui a deux visages. Un visage qui est tourné sur le campus et sur son milieu urbain, oui. Qui est protégé du soleil, de l'environnement dans lequel on est. On en reparlera justement de cet environnement qui est particulier. Et il y a le visage intérieur du bâtiment avec toutes ses fonctionnalités et ce qu'on vient créer au cœur d'îlot, puisque c'est un bâtiment qui est fermé sur lui-même, qui s'enroule et qui donc vient créer une cour intérieure qui est bleutée. Il y a une couleur, il y a une ambiance particulière avec un paysage, de l'eau, quelque chose qui crée vraiment un environnement spécial et autour duquel s'enroulent les différents laboratoires de recherche avec des espaces collectifs qu'on va retrouver à rez-de-chaussée, mais aussi dans les étages où les circulations elles-mêmes font partie de ces espaces collectifs. Donc il y a un vrai travail sur l'organisation, la forme du bâtiment qui s'enroule, se protège du milieu extérieur pour créer un environnement qui soit confortable pour l'humain, pour la recherche et pour ce qu'on y fait. Et il y a ensuite l'accueil et l'ouverture vers le public et le territoire, qui est ce rez-de-chaussée ouvert dans lequel on retrouve le paysage et les circulations qui viennent créer des espaces partagés. Oui, vous avez parlé d'une atmosphère particulière. Je trouve qu'il est intéressant de rappeler aussi que la terre sur laquelle ce bâtiment est posé est une terre chargée de l'histoire d'un peuple amérindien. Oui, effectivement, le bâtiment est placé sur une parcelle qui est au cœur du campus, qui fait partie du territoire d'un peuple autochtone, le peuple Hokokan, pardon. Et ce peuple-là avait une grande connaissance du territoire, notamment par l'agriculture et l'utilisation des sols, sous un climat presque désertique. Et donc, il y avait tout un travail de canaux d'irrigation qui marquait le territoire et qui marque encore le territoire aujourd'hui, avec des canaux présents en plein milieu de la ville. Et donc, on a un croisement entre ce territoire agricole désertique avec un environnement très urbanisé, avec des constructions classiques, des parkings, des routes, etc. autour. Donc, c'est le croisement des deux. Oui, et on va le rappeler ici, nous sommes à Tempe, à côté de la ville de Phoenix, aux États-Unis, dans un milieu, vous l'avez dit, hostile et quasi désertique. C'est vrai que cet environnement dans lequel on vient s'intégrer, ça nous a obligés à réfléchir à sa façade, à la manière dont on vient se positionner sur la parcelle. Il faut savoir que dans la réflexion qu'il y a eu autour de ce projet, il y avait toute une réflexion sur comment on vient se poser justement sur ce sol, sur ces canaux d'irrigation, mais aussi autour des voiries qu'on trouve autour, de manière à réduire l'emprise au sol du bâtiment, à éviter d'avoir un impact trop fort sur ce territoire déjà bien transformé, et trouver une manière de protéger ce sol existant, ce territoire existant, tout en apportant ces nouvelles fonctionnalités nécessaires au campus et au développement de la recherche. Et en même temps de former un lieu de rencontre entre toute la circulation autour, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc on a un sol qui est très ouvert, qui est très dégagé. Oui. Il faut s'imaginer donc les voiries qui entourent le bâtiment. Il y a un tramway qui est sur le côté. Et le bâtiment vient s'ouvrir sur ce côté tram, donc vient se protéger du côté ville avec un sol qui est complètement dégagé. Les rez-de-chaussée sont complètement dégagés sur sur 2 niveaux, presque sur 3 niveaux, qui à la fois est protégé du soleil par ce bâtiment qui est en surplomb, par sa façade et sa canopée. Donc il crée un environnement protégé pour l'être humain, avec ses canaux d'irrigation et la végétation qui vient créer tout de suite un environnement qui est confortable et dans lequel on retrouve des usages autour de ces canaux d'irrigation. Et en quoi ce centre de recherche, en tant que bâtiment, est intéressant ? On sait que c'est une installation de pointe, innovante, mais alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ?
Alors, c'est pour le campus et l'université, il y avait une vraie volonté de développer un laboratoire de recherche spécifique sur cette parcelle-là, qui est en continuité des bâtiments du campus aujourd'hui existants, mais qui est légèrement à cheval sur le campus. Donc, c'est aussi la porte d'entrée de l'université sur la ville. Le bâtiment est en continuité d'une passerelle à hauteur à plus haute que la partie voirie, qui permet de connecter de manière piétonne, et on le sait, ça permet de sortir de l'usage de la voiture dans des villes qui sont faites pour la voiture. Et donc de reconnecter, de créer une porte d'entrée et d'ouvrir le bâtiment avec d'autres mobilités sur un territoire qui est très fait pour la voiture. Il était aussi, il me semble, pas imaginable que ce centre, qui est un centre de recherche interdisciplinaire pour la santé planétaire, ne réponde pas lui aussi, ou je dirais lui en premier lieu, à une exigence de durabilité. Oui, il fallait que ce soit forcément un bâtiment qui soit exemplaire, tant dans sa forme que ses solutions techniques qu'on apporte au bâtiment. Donc chaque élément, chaque matériau, les éléments de façade, la manière dont on se pose au sol, le paysage, chaque élément doit être réfléchi pour être le plus pertinent possible. Alors, quels matériaux avez-vous utilisés ? Il y a eu toute une réflexion sur la structure même du bâtiment. Il y a eu un choix qui a été fait de partir sur une solution béton, mais du béton allégé. Donc, il y a un travail, on en reparlera, je pense, plus en détail, sur ces solutions de dalles avec des bulles à l'intérieur qui permettent de limiter et de réduire une grande quantité d'utilisation du béton avec le même niveau de performance parce que on voulait utiliser des structures bois, sauf que dans le cadre de laboratoires de recherche où le contrôle des vibrations est très strict, on n'arrive pas à avoir les bons niveaux de performance. Donc, c'est d'utiliser le béton à l'endroit où il est nécessaire pour le niveau d'exigence et de contrainte et de le réduire ailleurs. Donc, c'est le choix qui a été fait. Mais alors, attendez, reparlez-moi de ces bulles, là, parce que j'avais compris qu'il y avait du plastique recyclé à l'intérieur du béton. Oui, alors c'est ça. Très imprécise. Donc, c'est pour couler les dalles et éviter d'avoir trop de matière. On étudie sur l'ensemble, donc on imagine une dalle complète sur l'ensemble d'un niveau. On réfléchit l'endroit où on a besoin de matière. Donc on a besoin de matière, là ça va porter, où il y a des poteaux, où il y a le niveau des ascenseurs pour porter le bâtiment sur l'ensemble de ces niveaux. Par contre, au centre des plateaux, il n'y a pas forcément de nécessité d'avoir autant de matière. Donc on vient mettre des bulles creuses, effectivement en plastique restyré, du polystyrène, qui vient enlever de la matière béton au centre des dalles et on coule ensuite le béton par-dessus avec ces armatures. Donc il y a du vide en fait dans la dalle qui est apporté par ces éléments-là. Et j'ai lu aussi que vous aviez utilisé un béton composé à 40% de cendres volantes. Oui, ça se fait de plus en plus effectivement dans la recherche des bétons bas carbone pour limiter l'empreinte carbone, on le sait, qui est très compliquée aujourd'hui sur du béton. C'est vraiment un travail qui s'est fait avec l'entreprise d'aller chercher la bonne solution technique. C'était pas courant, en tout cas, dans cet État des États-Unis, d'aller chercher ce type de solution avec ces éléments de bulles à l'intérieur pour apporter de l'air et d'avoir aussi des cendres ajoutées. Mais les deux faits, on a fait un bâtiment exemplaire. C'était aussi une manière de tester des nouvelles solutions et de le rendre exemplaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel l'entreprise et les bureaux d'études qui nous ont accompagnés sur ce projet-là sont très fiers et en font un vrai exemple qui sera reproduit dans d'autres bâtiments ensuite. Il est intéressant aussi de parler de la climatisation ou de la moindre nécessité pour la climatisation. Et c'est d'autant plus intéressant que nous sommes aux États-Unis et au surplus dans une région extrêmement chaude. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre quand on conçoit des bâtiments, c'est d'essayer de réduire les consommations, on commence par là, donc de réduire les espaces où on a besoin de climatisation et accepter. À un moment donné, dans nos usages, il va falloir qu'on accepte qu'il fait plus chaud par moment, qu'il le fait moins par d'autres endroits, etc. Donc, l'intérêt de cette cour intérieure est de sortir les circulations, vu qu'on est dans un endroit où il pleut peu souvent, des endroits désertiques. À partir du moment où on vient se protéger, ça permet d'avoir des espaces qui soient extérieurs, qui soient ventilés naturellement, mais qui donc ne vont pas avoir besoin de cette climatisation. Ces escaliers, donc il y a 3 escaliers extérieurs, plutôt que d'en faire des éléments encloisonnés, qui va nécessiter du enfumage, de la ventilation, etc. On vient les mettre à l'extérieur, on en crée des paliers qui soient ouverts, qui soient accessibles, accueillants. C'est un endroit où on va croiser des collègues, où on va s'arrêter, et ça en fait des vrais espaces de rencontre qui font partie de la forme et de l'architecture du bâtiment. Aussi un lieu où tous les flux, donc le vent, l'air, peuvent circuler. Oui, comment est-ce que vous avez fait pour parvenir à cet objectif-là ? C'est un travail collectif entre la réflexion sur les usages avec la maîtrise d'ouvrage et les différents acteurs du projet pour comprendre comment justement on est vraiment parti d'un bâtiment sous la forme d'une barre. On regarde comment faire un projet de laboratoire le plus efficace possible. Les plateaux de laboratoire sont des choses très contraintes. J'ai évoqué les vibrations tout à l'heure, mais c'est aussi très contraint
contraints dans leur géométrie, dans leur fonctionnement, dans les flux, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne se croisent pas, qui sont protégées les uns des autres. On part de cet élément-là et on l'a enroulé autour de cette cour pour en faire un bâtiment qui est triangulaire avec cette cour intérieure. Et ensuite, de venir mettre au centre l'ensemble des circulations avec, on y retrouve d'un seul coup, à l'endroit, au niveau des coins du bâtiment, plein de zones partagées qui se créent naturellement. Nous ne l'avons peut-être pas assez dit, au-delà de sa performance, ce bâtiment est d'une beauté rare, avec un design très abouti. Il y a eu une réflexion justement sur cette ambiance désertique, sur le climat dans lequel on est, qui a inspiré des cactus et de la manière dont les cactus viennent se protéger du soleil et de l'environnement. Le bâtiment, il est recouvert d'écailles, qui sont des écailles en béton composé de ciment vert, qui sont un béton très efficace, qui peut avoir des éléments très fins et qui viennent protéger les fenêtres. Donc on a des éléments qui sont vitrés, on a besoin d'apport de lumière naturelle et en même temps, on a besoin d'avoir une protection maximale. Donc ça permet d'avoir l'ensemble des fenêtres qui ne reçoivent pas de soleil, mais en même temps et des vues vers l'extérieur. Donc ça crée toute une forme d'écaille tout autour du bâtiment, très protecteur comme ça, qui vient enrouler et protéger les laboratoires. Et qui est un rappel au passé de cette terre aussi. Oui, tout à fait, un beau rappel sur le passé de cette terre, qui en fait un bâtiment qui naturellement a besoin de se protéger, mais qui est aussi accueillant et très iconique par sa façade. Est-ce que ce type de bâtiment deviendra un jour une norme dans la construction ? Parce que là, on l'a compris, c'est quand même un bâtiment exceptionnel. Je parle notamment des milieux hostiles, chauds, secs, mais on pense aussi à des régions dont le climat se transforme avec le réchauffement climatique. C'est effectivement une bonne leçon sur la manière dont il faut regarder et concevoir et faire les choses et aussi aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude. On ne pourra plus construire de la manière dont on construisait ces dernières décennies. Vous l'avez dit, effectivement, le climat évolue. Il faut savoir adapter nos conceptions, nos façades, l'environnement dans lequel on vit et nos usages avec. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais, et donc forcément... sur ce bâtiment-là, c'est une bonne manière de comment la méthode de conception, comment on engage dans la discussion avec l'utilisateur, avec la maîtrise d'ouvrage, avec l'entreprise, comment on arrive à trouver les bonnes solutions, les bonnes manières de construire pour sortir de ce qu'on faisait avant. D'avoir une architecture qui se protège, qui est malgré tout accueillante, qui ne donne pas l'impression de retourner loin en arrière et d'avoir quelque chose dans lequel on peut être fier et qui permet d'accueillir une technologie de pointe et de la recherche. J'ai noté enfin que vous avez rappelé à nos auditeurs qu'il faudra accepter qu'il fasse parfois un peu plus chaud et parfois un peu plus froid. Oui, et c'est quelque chose qui est important, je pense, dans la manière dont on aborde les bâtiments. Si on le conçoit pour avoir un delta de température de confort qui a peut-être plus d'amplitude que ce qu'on avait l'habitude avant. S'il est conçu pour, c'est plus agréable. S'il fait chaud, mais qu'il y a la bonne ventilation, qu'on arrive à contrôler un peu l'humidité, qu'on est dans un environnement où on a des bons espaces pour pouvoir se reposer, pour pouvoir être à l'écart, ça crée tout de suite quelque chose d'acceptable. Alors que si on est dans un bâtiment qui est non isolé, dont on subit vraiment les conséquences du changement climatique direct, avec trop chaud, trop froid, trop d'eau, on peut aussi parler des catastrophes naturelles qui se répètent aussi dans certaines zones et qui sont de plus en plus présentes. Il faut savoir trouver des architectures qui soient résilientes à ça. Est-ce que vous me permettrez de dire qu'il y a donc la part de l'architecte et la part de l'homme ? Oui, absolument. C'est le moment où les choses se croisent. Effectivement, on a tous un rôle à jouer là-dedans. L'architecte a un rôle très important à jouer dans les formes architecturales qui vont pouvoir répondre justement au changement climatique demain. Un grand merci Alice Barbois. Merci.